Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Alors si j'en crois la lecture du Figaro de ce matin, la taxe à 75% est définitivement aux oubliettes, 66,66%. Ce serait le maximum selon les recommandations du Conseil d'État. C'était symbolique pourtant ces 75%. Ben écoutez, moi je l'apprends là à l'instant, ça me tire un petit sourire parce que tout de même le Conseil d'État a réussi à définir ce fait, écoutez bien, c'est très précis, qu'à 66,66, c'est bon. À 66,67, c'est confiscatoire. C'est d'une extraordinaire précision, c'est donc franchement grotesque. Le Conseil d'État n'a pas à formuler d'opinion sur le niveau à partir duquel une imposition serait confiscatoire. Parce que là, vous me l'apprenez, il faut le temps que j'aille vérifier tous mes chiffres. Mais si mes souvenirs sont bons, on a déjà connu un impôt plus élevé sous la Troisième République, c'était 85%. Theodore Roosevelt a taxé à partir des années 30, après les années 30, à 90% la dernière tranche. Donc l'idée... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement s'asseye sur les recommandations et fasse ce qu'il a envie de faire en la matière. Le Conseil d'État n'a pas de pouvoir normatif. Il donne, c'est un conseil. Oui, c'est un avis. Non mais entre lui et le Conseil constitutionnel, plus l'autre là-bas à la Cour des comptes, dorénavant, les cours de magistrats dans ce pays définissent des critères politiques d'après des soi-disant notions objectives. Je le redis, le niveau confiscatoire, c'est une appréciation subjective qui repose sur, écoutez-moi, sur le fait suivant. Qu'est-ce qui est légitime dans une société? Est-ce qu'il est légitime de se gaver d'argent? Est-ce qu'on trouve que c'est normal que ça soit sans limite? Ou bien est-ce qu'il y a une limite? Je vais vous dire, en 1789, la nuit du 4 août, on a non seulement aboli les privilèges, mais on a décidé que tout ce qui était au-delà de 3000 livres de rente, on prenait tout. Par conséquent, je le redis, c'est une mauvaise plaisanterie que nous fait le Conseil d'État. L'idée de niveau confiscatoire est une invention de bourgeois et de la propagande de droite. Voilà ce que c'est. Alors, quoi qu'il en soit, c'est un certain Bernard Cazeneuve qui va devoir ficeler ce dispositif. Puisqu'il remplace Jérôme Cahuzac, le gouvernement, vous pensez, évite les dommages collatéraux avec son départ ? J'en sais rien, c'est son affaire. Je trouve que c'est tout à fait significatif d'une époque. Je pense que Cahuzac doit être intimement convaincu que tout ça est normal, que cette situation est normale. Parce que beaucoup des élites... Quelle situation Non, mais normale? la situation où, voilà, je passe du gouvernement à une agence de conseil, à des boîtes de pharmacie, je fais ceci, je fais cela. Pourquoi trouverait-il ça anormal? C'est ce que font une quantité considérable des élites de ce pays, qui trouvent donc choquant qu'on le leur reproche. Après tout, ouvrir des comptes à l'étranger, où est le problème? Il y en a des centaines qui le font. Le problème, il est sur le fond. Et c'est pour ça que personne ne tire sur l'ambulance? Mais exactement. Vous avez parfaitement perçu le caractère absolument incroyable de cette situation, où tout le monde a plus de tendresse pour un suspect de fraude fiscale et de détournement que, je ne sais pas de quoi il est inculpé, je ne veux pas dire une parole de trop, et au demeurant, Blanchiment de fraude fiscale, c'est le terme exact. Voilà, bon, je ne connais pas le terme exact, et je ne veux pas dire qu'il est coupable, je n'en sais rien, je ne suis pas juge. Je dis seulement... Et il n'est pas inculpé, c'est une information. Et il n'est pas inculpé. Je dis seulement que, comme vous venez de le pointer, il y a une espèce de tendresse pour lui que je n'ai pas entendue lorsqu'il était question de l'amnistie des syndicalistes. Là, c'était les pelés, les galeux, ils menaçaient l'ordre, et si jamais on les... Là, lui, non, c'est l'inverse. Ah, le pauvre homme, on comprend, et merci, il a saigné la France à blanc quand il était ministre du budget. Alors, justement, vous dites il a saigné la France à blanc, les économies, on va en parler. On en demande beaucoup en ce moment aux Français, des économies. La motion de censure, du coup, elle était justifiée hier? Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Jean-François Copé? Vous imaginez la nouvelle à France Info ce matin, Jean-Luc Mélenchon... c'est bien pour ça que je vous pose la question. Écoutez, la droite, c'est la droite, laissez-leur faire leur boulot. De toute façon, c'est une motion de pacotille. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de différent? Dites-moi voir un peu. Le traité européen, c'est eux qui l'ont proposé, ils l'ont voté avec les socialistes. Ils ont voté la loi bancaire avec les socialistes. Ils votent avec les socialistes la plupart des décisions qui font mal aux Français. Par conséquent, ils gesticulent, ils font semblant, ils s'agitent, ils débattent sur le style, le ton, mais sur le fond, ils ne proposent rien d'alternatif. La seule alternative, elle est
est de gauche et c'est la nôtre. Bon, voilà. Et si vous ne voulez pas me croire, les gens, vous faites bien comme vous voulez. Mais regardez les Chypriotes aussi, ils ont cru faire les malins. Justement, venons-y à Chypre. Oui. Vous pensez que les Chypriotes ont bien fait de rejeter le plan proposé par Bruxelles? Écoutez, ce qui vient de se passer à Chypre est un événement considérable. D'abord, parce qu'il souligne l'insondable stupidité des dirigeants européens. Car avoir l'idée qu'on va prendre de l'argent sur les comptes et ne pas réaliser que les gens vont se défendre, c'est vraiment compter que le peuple est constitué de moutons dans tous les pays. Ils l'ont fait. C'est exactement avec ce genre de méthode que s'est effondrée l'Argentine lorsqu'elle s'est effondrée il y a maintenant plus de 20 ans et que heureusement ensuite nous avons été libérés en enfin votant pour quelqu'un. Mais on peut comparer les deux situations? Tout à fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire un pays qui décide de bloquer les avoirs bancaires de ses citoyens. Alors, pour leur en prendre un morceau. C'est quoi le plan B? Parce que visiblement, on travaille sur un plan B aujourd'hui à Chypre. Non, je marche pas. Le plan B, le machin. Commençons par regarder les dégâts que ces gens, soi-disant intelligents, ont provoqués. C'est-à-dire que si la Chypre s'effondre, nous avons 2 banques françaises qui sont prises jusqu'aux oreilles dans cette histoire-là. Lesquelles? Et ces 2 banques... Cherchez la liste, après on va dire que c'est Mélenchon qui propage des rumeurs désastreuses. Dites les choses, sinon ne le dites pas. La BNP et la Société Générale. Ce sont 2 banques considérées comme systémiques, c'est-à-dire que s'il leur arrive quelque chose, c'est le système mondial qui est mis en cause. Autrement dit, je le rappelle à tout le monde, le talon d'Achille, c'est pas au milieu de la figure, c'est au talon que ça se passe. Eh bien, le talon de l'Europe, le talon d'Achille de l'Europe, ça pourrait être Chypre. Et ça peut faire s'effondrer tout le système. Et maintenant, je termine en vous disant la chose suivante. Ce monsieur Mario Draghi, le président de la banque, là, qui lui a donné le pouvoir de prendre la décision d'arrêter de fournir Chypre en euros? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand un gars qui dirige une banque peut menacer une nation entière de l'étrangler? Et vous vous figurez que moi, qui suis candidat à diriger ce pays, je laisserai ce type décider pour ma patrie de ça. Je vous préviens d'une chose, nous aurons à choisir. Ou bien on réforme les statuts de la Banque centrale, ou il faudra passer par-dessus bord l'euro. Parce qu'il n'est pas question de s'offrir une bombe atomique pour se protéger contre les agressions militaires et de n'avoir aucune protection contre une agression du fric. Et je tiens à dire encore une chose. En France, nous avons la capacité d'émettre des billets et des pièces en euros. L'usine est en France. Je mets au défi ce monsieur Draghi d'essayer seulement de s'approcher de la France. C'est-à-dire? Vous pensez que si c'est nécessaire, il y aura une action autour de cette usine-là? C'est la menace, finalement, à mots couverts que vous faites. Oui, je menace tous ceux qui menacent mon pays. Je les préviens qu'avec une équipe comme la mienne, avec le Front de gauche, personne n'approchera de la France. Voilà ce que j'ai à dire. Et s'ils croient qu'ils vont faire leur cahier de brouillon là-bas, chez les Chypriotes, pour ensuite venir chez nous, parce que madame, pour quelle raison ne le ferait-il pas? S'ils avaient réussi à le faire aux Chypriotes, ils l'auraient imposé aux Grecs, aux Espagnols. On est les prochains sur la liste. Mais évidemment qu'on est les prochains sur la liste pour la finance internationale. Pourquoi? Parce que la France est un fruit juteux, c'est un très grand pays, n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Et en plus, ils ont la chance d'avoir une équipe au gouvernement qui est faible, c'est-à-dire des gens qui sont des bénis oui-oui de madame Merkel, des États-Unis d'Amérique. Même Arnaud Montebourg, visiblement vous êtes sévère ces temps-ci avec lui, vous étiez plutôt copain-copain avec Arnaud Montebourg. Quand avez-vous que j'ai été sévère? Je fais ce que je peux pour essayer vous avez eu des mots très durs hier devant l'usine PSA, non? Mais écoutez... Les gens de PSA, que demandent-ils? Ils sont pris à la gorge, ils ont des bouches à nourrir. Toutes les nuits, ils se demandent ce qu'ils vont faire la semaine d'après. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces pauvres gens? Ils demandent qu'on leur nomme un médiateur. C'est tout. Ils ne demandent pas des milliards. Donc il est rentré dans le rang, Arnaud Montebourg. Il est rentré dans le rang et il doit les aider au lieu de les mépriser. Il doit les aider. Ces gens appellent à l'aide. Une masse de Français appellent au secours. Et elle a le droit d'avoir un gouvernement qui vient à son secours parce que c'est eux qui l'ont élu. Vous comprenez? Hier, ce qui était poignant, je parlais avec une femme, elle a 50 ans, elle vérifie les pièces, la qualité des pièces. Elle a 5 enfants. On lui proposerait peut-être de quitter cet endroit pour aller ailleurs. Mais ces enfants, eux, ils ne veulent pas partir. C'est l'endroit où ils sont nés. C'est l'endroit où ils ont fait leurs études. Elle-même, que fait-elle? Elle vend sa maison. Voilà où on en est. Et là, on ne fait rien. Tout ce qu'a à dire Montebourg, c'est « Ah, vous me gâchez ma journée de communication avec mon train de l'industrie ». Il ne peut pas dire « Oui, je vous envoie un médiateur ». Pourquoi il ne veut pas envoyer un médiateur? Pour une raison, parce qu'à ce moment-là, le patron de PSA enverrait paître le médiateur. Et on verrait qui est le responsable de cette crise. Le patron de PSA, pas les ouvriers. Eh bien, nous lui poserons la question à Arnaud Montebourg. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été... Je lui souhaite le meilleur pour lui. Je n'ai pas de rancœur, ni de bataille personnelle avec eux. Je leur dis qu'ils doivent entendre le cri du pays qui souffre. Ils ne l'écoutent pas. Il leur en cuira.
Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en direct avec nous et en colère ce matin sur France colère, Info. Vous savez, j'ai dit ce que je pense, c'est tout, c'est pas la colère, je suis un homme du Midi, je parle fort. Vous avez raison, il est 8h26.